Bonjour Andreas, Bonjour Laurent. vous êtes le directeur technique et innovation du groupe. Alors vous êtes basé à Zurich, Oui. c'est au siège. Et pour ceux qui vous découvriraient, on peut dire que vous avez une imagination vraiment débordante, à tel point d'ailleurs qu'elle déborde sur, non pas un bâtiment, mais sur toute la ville pour vous. Absolument. Oui, on parle des villes intelligentes déjà il y a quelques années, en effet. Et une ville intelligente, dans les rues, par exemple, il y a des voitures autonomes électrifiées qui conduisent nous partout et sans embouteillage, bien sûr. Et dans les voitures, si on n'a rien à faire, on peut regarder le nouveau James Bond. Par exemple, qui vient de sortir. Oui, et les bâtiments, soi-même, ils produisent leur propre énergie. Et à la fin de la journée, après mon travail, une des voitures autonomes me prend pour aller au restaurant. Et d'ailleurs, le restaurant a été choisi par une intelligence artificielle. Quel Oui. bonheur. Ah, pas mal, hein? Et en bref, c'est plutôt qu'on nous promet le paradis sur Terre. Est-ce que c'est vraiment le paradis? Oui, comme le paradis, des illusions, des désillusions suivent souvent les grandes promesses. Mais c'est pas mal, parce que c'est à nous de réfléchir. Réfléchir les solutions, les opportunités, tout ça, pour vraiment générer une réelle valeur pour les clients. Alors justement, comment on crée ces valeurs-là? Comment on arrive à les... Oui, c'est très intéressant d'observer qu'actuellement, les valeurs se forment avec comment on dit, se forment à les chaînes de valeur. Par exemple, à la santé, on parle des hôpitaux intelligents, des hôtels, on parle des hôtels intelligents, des smart rooms et tout ça aussi. Et pour le nouveau travail, coworking space, tout ça, ils sont des valeurs qui se produisent basées sur des dates, sur des données qui sont nouveaux pour nous. C'est pour ça que je disais que c'était pour vous une vision sur l'ensemble de la ville, parce qu'on voit que tous ces bâtiments font partie de notre quotidien et donc qu'on y a accès. Oui, d'accord. Pour nous, c'est pour Dormakaba et aussi pour nos partenaires, c'est maintenant la question comment se positionner dans ces villes intelligentes. Quelle est notre proposition de valeur? Comment on peut se positionner parce que le monde tourne très vite. Oui, et pour ça, j'ai trouvé que peut-être pour voir un peu l'avenir, c'est pas mal de s'informer un peu sur science fiction. Oui, et pour ça, j'ai apporté quelque chose qu'on va voir maintenant. C'est les premiers points de départ pour ça, pour sa vision. C'est actuellement fourni par le vaisseau USS Enterprise. Ah oui, on est vraiment dans la science-fiction. Ah, absolument. Alors, pour vous, quelle doit être la porte de demain, puisque vous me parlez de l'Enterprise? Moi, je vois une porte qui s'ouvre, qui se ferme. C'est ça, en fait, la vision de Voyons demain? un peu comment les gens, le crew ici, se déplacent et aussi comme la fonction des portes. Et si on voit un peu plus près, les portes sont là, mais les portes ne sont pas là, parce que le peuple, le crew, n'est pas... There's no badge, ils sont là. Et les portes, actuellement, dans ce vaisseau spatial, ont une précision de fonctionnement qui les fait passer si loin à l'arrière qu'ils ne sont pas là. Et ça, c'est notre objectif. Ça veut dire qu'on a une impression d'invisibilité, et c'est ce que vous voulez porter pour le futur, une porte invisible? Invisible, mais toujours avoir les fonctionnalités d'accès et de sécurité. Alors, j'ai dit que vous étiez basé à Zurich, Andreas, et vous avez participé, enfin, Dormakaba, en tous les cas, a participé à un projet qui s'appelle le Cercle. Alors, le Cercle, c'est en fait, on va redescendre un peu sur Terre, puisqu'on a vu effectivement le projet du futur vers lequel vous voulez vous destiner. Mais si on redescend sur Terre, le Cercle, ça ressemble à un bâtiment, mais c'est plus qu'un bâtiment, parce que c'est une sorte de ville dans la ville. Il y a un hôtel, des restaurants, des boutiques. Voilà. Et vous avez Dormakaba, en tous les cas, installé, si on regarde bien les chiffres, 140 portes automatiques, 1600 portes d'accès et 200 portes de sortie de secours. Alors, pourquoi effectivement est-ce que vous teniez à nous présenter ce cercle, et pourquoi finalement une ville et pas juste un bâtiment un peu plus simple? Oui, c'est une très bonne question, Laurent, parce que aujourd'hui, il ne faut pas voir seulement un bâtiment,
Par exemple, notre client Mario, il y a plein de bâtiments sur la planète, comme on dit, et leur objectif est vraiment d'optimiser l'expérience pour les clients. Et ça n'arrête pas à un seul bâtiment. Un système, par exemple, d'autorisation, comme on vend, où le contrôle d'accès va au-delà d'un bâtiment seul. Il doit être possible, par exemple, pour un visiteur de lire une autorisation sur le téléphone portable de chaque invité dans tous les bâtiments Mario. Et c'est aussi correct pour les autres exemples, par exemple, également pour les espaces de travail ou aussi lorsque je vais chercher mes marchandises que j'ai commandées dans une boutique en ligne. Alors, si je comprends bien l'accès à un bâtiment, il y a deux parties qui sont importantes. Il y a la partie sécurité et la partie accès simple. Si on regarde l'innovation avec une clé de départ, vous offrez une clé mécanique au départ. Oui, commençons assez simple avec la clé traditionnelle. Mais qu'est-ce qu'elle a d'innovante? Aussi ici, il faut faire d'innovation. Par exemple, c'est une clé système réversible qu'on a installée au cercle. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a ajouté une partie, un objet mouvant qui est une protection vers la copie d'emprunt 3D. Ça veut dire qu'on ne peut pas la dupliquer? Presque pas. C'est vraiment très, très difficile parce que ce objet est mouvant et ça, c'est très compliqué à recopier, notamment en 3D. Alors là, on est sur une clé mécanique, mais si je passe à une clé un peu plus virtuelle, une clé numérique avec le téléphone. On avance un peu, oui. Naturellement, on a arrivé à téléphone portable et l'autorisation, on peut faire un peu, ou je peux dire plus, ajouter de sécurité. Et la différence contre une clé mécanique est surtout qu'on peut vérifier l'identité d'une personne. Par exemple, on peut ajouter un code PIN, on peut ajouter l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale du visage. Donc on s'approche déjà un peu plus de ce qu'on a vu dans l'Enterprise, mais moi j'ai une question à vous poser, c'est, OK, la clé numérique d'accord, mais en termes de sécurité? Oui, c'est essentiellement très important. Si on n'a pas confiance à une technologie nouvelle, personne ne va l'accepter. Alors, ce qu'on a fait à dormakaba, on ne peut jamais garantir une sécurité absolue. Ce n'est pas possible. La sécurité tourne, c'est dynamique. Mais ce qu'on peut dire comme dormakaba, c'est nous sommes là pour les clients. Nous sommes toujours, les systèmes sont toujours maintenus et on peut dire que nous faisons toujours que les systèmes sont à la pointe de la technologie. Oui, alors, il y en a d'autres qui disent ça. Hein. Par exemple, les fabricants de téléphones, Apple, Samsung, ils disent non, mais c'est inviolable, mais enfin, leur sécurité a déjà été mise à défaut. Alors vous, comment vous faites chez dormakaba justement pour que ça ne soit pas le cas? Oui, pour garantir la sécurité avec nos produits, on a fait la décision qu'on a développé un service qui prend en charge les cryptographes et les décryptographes du paquet des données entièrement sous notre contrôle. C'est très important. C'est nous qui contrôlons la sécurité, pas Apple, Samsung ou quelque autre. Donc le cryptage est vraiment par vous, par vos produits et à votre compte. Ça, on a bien compris. Mais enfin, moi tout de même, quand je vous entends, je me dis, on est quand même encore très loin de la solution de l'Enterprise telle que vous l'imaginiez. Oui, actuellement, oui et non. Le système Mobile Key est déjà très bien accepté. On a déjà plus de 10 millions d'utilisateurs de cette technologie. Et maintenant, après la pandémie, on voit qu'à nouveau, il augmente très rapidement. Oui. Alors, il y a quand même parfois quelques petits anicroches. Vous avez un exemple, justement, parce que c'est intéressant de partir de la base, c'est-à-dire des failles qu'il peut y avoir. Alors, sur le téléphone et justement sur le mobile, quelles failles on peut trouver dans d'autres secteurs d'activité si on prend une comparaison? Oui, alors, ce qu'on connaît, et c'est peut-être la question, pourquoi c'est toujours il faut un téléphone portable, il faut toucher le bouton. Oui, c'est pas encore l'expérience qu'on a vue dans la vaisselle spatiale de l'entreprise. Et la question est donc, pourquoi ne pas laisser rester mon téléphone portable dans ma poche? Oui. Et ce qu'on a déjà, pour ce qui concerne les automotifs, par exemple, Renault a un système déjà en place longtemps.
Le problème ou le défi, pour être plus précis, est encore une fois la sécurité. Et oui, c'est intéressant. On peut observer que les véhicules sont volés, sans trace, sans rien, très facilement. Et on peut faire témoin d'une vol qui s'est déroulée. En réalité, on voit ici, il y a 2 acteurs. On peut l'appeler des attaquants. C'est attaquant 1. Il se positionne près de la voiture et attaquant 2, il va maintenant près de la maison parce qu'il pense que là, il a la clé. Il va piquer, le signal du clé transfère par relais. C'est une simple amplification. Et tu as vu? Oui, la voiture s'est ouverte. Il faut faire la démarrer. Merci bien, Laurent. Démarrer la voiture et pour ça, il fait le jeu encore une fois. Il répète en fait la situation. Il pick up le signal de clé de la maison et voilà, le moteur démarre et les voitures disparues dans la nature. Voilà. Et là, sans violence, sans effraction, la voiture est volée. Alors ça n'arriverait pas chez nous, bien sûr, et pas en Suisse non plus. On a vu, ils conduisaient à droite, donc c'est chez nos amis anglais. Mais tout de même, vous, du coup, comment vous faites pour assurer que cette situation ne puisse pas se produire avec vos produits? Oui, en théorie, c'est très simple, mais c'est assez demandant de réaliser. Pour éviter l'attaque, comme j'ai décrit, il faut mesurer le temps qu'il faut pour un pulse électromagnétique qui va de la voiture à la clé autorisée. On mesure vraiment le temps qu'il faut pour mesurer la distance. Comment vous appelez cette technologie-là? Oui, cette technologie, c'est appelée Ultra-Wideband. Ultra-Wideband technologie. Et l'acronyme, c'est UWB, c'est ça? Oui. Et là, on est sûr, il n'y a pas de vol? Oui, on est sûr que seulement à la distance prédéfinie, 1-2 mètres, c'est possible d'ouvrir la voiture. Et l'attaque qu'on a vue n'est pas possible. Oui. Alors, est-ce que vous arrivez à ce que vos systèmes soient intelligents avec les autres systèmes? Est-ce que ça communique? Très bonne question. C'est vraiment intéressant quand les systèmes, aussi les mobiles phones de Samsung et Apple, tout ça, et les systèmes dormacaba parlent. C'est en cours de développer. Concrètement, c'est un cours de définition d'un standard, ce qui fait possible que les systèmes communiquent. Et pour ça, plus tard, ça vient d'un mainstream. Et donc, pour ça, vous participez, dormacaba participe à différents salons? Absolument. On a vu peut-être quelques de vous qui sont très près du Apple. On a vu ce mec, dormacaba est aussi partie d'une communiqué Worldwide Development Conference. Vous voyez ici, c'est pour développer des standards et pour faire ultra-wideband technology. Pour tout le monde. Alors Andreas, moi je veux bien vous croire sur la clé mécanique qu'on a vue là avec la rotation, je vous crois sur la clé numérique avec le mobile, mais il y a une autre technologie, c'est la biométrie. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Oui, aussi, dans la technologie de biométrie, on a fait beaucoup de progrès les années passées. Il commence avec le côté d'acquisition. Et ça, donc, on voit ici dans le film comme Face ID de iPhone Apple fonctionne. Oui, c'est l'un des plus célèbres en reconnaissance faciale. Et ce personne ici, non, pas la rougeole. Hein. Ça, les points sont des points infrarouges qui sont projetés par un système. Et comme ça, on obtient une image uniquement qu'on peut prendre et stocker et sauvegarder pour la deuxième étape qui est reconnaître l'image. Alors ça, c'est sur la biométrie. Est-ce que ça a à voir avec l'intelligence artificielle également? Oui, pas encore. C'est l'étape 2, je veux l'appeler. L'étape 2, c'est reconnaître et faire le matching avec l'image stockée et l'image qui est là. Et aussi ici, Laurent, on a fait des progrès énormément. Ça veut dire qu'on arrive à reconnaître un visage et qu'on arrive aussi à détecter si,
par hasard, on essaye frauduleusement de montrer quelque chose qui est quasiment similaire. Et donc, vous avez cette photo. Oui, j'ai pris cette photo parce que je trouve ça très, très intéressant. Cette photo a deux images, un chihuahua et un muffin. Et un petit gâteau. Maintenant, on pourrait faire l'expérience. Moi, je suis... Vous aimez les muffins? Oui. Aujourd'hui, ça va plus vite comme une intelligence artificielle que moi, je pourrais distinguer les deux choses. C'est l'algorithme, en fait. Donc, on sait que les Suisses font la différence entre les muffins et les chihuahuas. Je vous taquine, mais en Koulaka, on a bien compris. Donc, ça, c'est l'aspect biométrique. Et du coup, dans l'algorithme, est-ce qu'il y a aussi une notion d'environnement qui est très importante pour reconnaître, en fait, pour que les algorithmes puissent reconnaître pas simplement le visage, mais d'autres choses avec le visage? Absolument. L'intelligence artificielle ne reste pas et on peut faire des choses complètement nouvelles. Par exemple, on peut détecter si une personne est autorisée non seulement par sa face, mais aussi autorisée parce qu'il doit avoir un vêtement spécial comme casque ou comme gilet de sécurité comme ça pour détecter si une personne est autorisée de travailler à un espace exposé, par exemple. Et si ce n'est pas le cas, elle ne peut pas rentrer? Absolument, elle ne peut pas rentrer. Le système est intelligent et peut détecter si une personne est autorisée ou pas. Alors, on vient de voir toute la partie contrôle d'accès. En ce qui concerne la sécurité, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, la sécurité, c'est également important. Par exemple, un bâtiment intelligent doit savoir à tous les moments combien de peuples, combien de personnes sont là-dedans. Mais aussi, à ce qui concerne les portes, il joue un rôle très, très important pour protéger les personnes là-dedans. Alors, pour exemple, il faut assurer que les portes coupe-feu sont toujours fermées. Il faut assurer que les portes d'évacuation ne sont pas dégagées. Ou, troisièmement, un exemple, il faut assurer que les portes automatiques sont bien maintenues. Alors, on a bien compris les différentes étapes d'innovation que vous proposiez sur les différentes formes d'accès. On a entendu effectivement l'aspect sécurité. On va revenir quand même sur la genèse du projet, qui était celle d'avoir effectivement une économie qui soit meilleure autour d'un environnement global. Revenons sur le cercle, qui est un projet que vous connaissez bien donc, et que vous connaissiez de l'intérieur. J'ai parlé tout à l'heure du nombre de ports, du nombre d'accès, des nombres de sorties de secours. Comment s'est déroulé le projet? Très simplement, ça a roulé tout seul ou il y a quand même eu des difficultés? Oui, si je connais par hasard, et comme ce projet est vraiment près de la location que je travaille, oui, j'ai avoir déjeuné avec le responsable de Porsen qui s'occupe de ce client ici. Et oui, comme il y a des chantiers de travail, ça ne déroule pas toujours le mieux. Ouais, très bien. Très bien. Et pourquoi? Alors, il y a des choses à améliorer et c'est un défi de l'industrie de construction. Si on voit, par exemple, une enquête du groupe Nemetschek, c'est en English eye-opening. C'est étonnant, c'est incroyable qu'on a une inefficacité plus de 20%. 20% sur les chantiers de travail. Et c'est causé par des différentes raisons, parce qu'on a des problèmes de communication, planification, collaboration. Et oui, alors aussi Dormakaba, je pense, peut contribuer pour améliorer ces situations, pour les clients aussi, pour nos partenaires. C'est les fameux coûts induits et supplémentaires dont parlait Henri il y a quelques instants. Merci beaucoup Andreas. Vous restez avec nous. On va regarder sur le chat quelles sont les questions qui sont arrivées pour vous. Juste après, on va parler avec François-Xavier Legris, on va rentrer dans la solution EntryWorks. Mais donc, d'abord, quelques questions qui sont arrivées par le chat. Alors, la première d'entre elles, Andreas, comment testez-vous la sécurité informatique de vos solutions, notamment la clé mobile dont on a parlé? Très bonne question. Je pense que la chose la plus importante est qu'il faut se tenir vraiment près de la réalité. Ce qu'on fait à Dormakaba, c'est on engage des professionnels
Ce ne sont pas des hackers méchants, mais ce sont des hackers white label, mais toujours ils sont des professionnels qui examinent notre système. Ils veulent trouver les points faibles. Les failles, oui, et comme ça on peut améliorer. Et c'est un procès constamment parce que la sécurité est dynamique, on ne peut pas rester. Donc en interne, vous avez des tests constants. Absolument, oui, périmètrement. Deuxième question pour vous, Andreas. Dans quel cas recommandez-vous d'utiliser plutôt une clé mobile qu'une clé physique? Autrement dit, vous avez deux possibilités. Dans quel cas vous choisissez plutôt l'une que l'autre? Pour moi, je pense, pour être très clair, je pense que le clé physique a un futur aussi. On a vu un exemple. C'est-à-dire que vous ne l'abandonnez pas totalement? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. En ce qui concerne le clé mobile, il y a des applications que le clé mobile est supérieur. Et l'exemple sont, par exemple, l'hôtel, on a eu, des student homes, des coworking spaces. On a fait toujours quand il y a des fréquents changements d'autorisation. Ça, c'est, je pense que l'application du clé mobile est supérieure qu'une clé statique. Et donc, en fonction du contexte, vous recommandez plutôt une clé qu'une autre, et ça dépend du bâtiment et du nombre de passages qu'il y a, par exemple, ou des règles d'accès qu'il doit y avoir. Voilà. Troisième question pour vous, Andreas. Vos solutions sont-elles interopérables avec des solutions concurrentes sur la question de la communication informatique? Autrement dit, est-ce que vos solutions parlent aux autres solutions et vice-versa? Oui, c'est une demande de nos clients. Et actuellement, si c'est une demande de nos clients, on fait ça. Par exemple, on a un système qui s'appelle Open Security Standard. C'est pour les systèmes mécatroniques. On a adapté nos systèmes qui ont fait aussi part de cet Open System. Mais le défi, c'est un peu que les innovations sont avant de faire le interopérable. L'innovation, c'est toujours quelque chose qui n'est pas possible de faire permanent pour tout le monde. Et aussi pour Il faut que chacun arrive au même niveau et ensuite les choses un peu le temps, ensuite les choses se connectent. Dernière question pour vous, Andreas. Quelle est la définition d'un bâtiment intelligent pour dormakaba? Question un peu globale. Ouais. Pour illustrer ça un peu, je veux dire un bâtiment intelligent un peu comme un animal. Ça veut dire un bâtiment intelligent vit. Vivre en sens qu'il s'adapte. Il peut s'adapter à l'environnement, le climat, optimiser la consommation d'énergie, mais aussi s'adapter aux gens qui travaillent, y habitent pour optimiser, par exemple, le flux. Donc il doit s'ajuster en permanence. Absolument, oui. Okay. Merci beaucoup, Andreas. Merci de vous être exprimé en français, puisque je le rappelle, vous êtes basé à Zurich. Votre langue maternelle, c'est plutôt l'allemand. Donc j'espère un jour parler aussi bien allemand que vous parlez français. Et c'était très élégant de votre part de l'avoir fait. Merci beaucoup.